Bonjour chers amis traders, tout d'abord merci d'avoir acquis la formation Visualiser les forces en présence. Nous allons dans ce module 1 faire un rappel sur les prix et les volumes, car ils sont vraiment indispensables à la compréhension de ce qui se passe sur les forces en présence, en tout cas sur la bourse. Donc tout d'abord un rappel, après une rapide introduction, un rappel sur ce qu'on appelle le price action, l'action du prix. Donc l'évolution du prix, on s'appuie énormément dessus bien sûr en bourse. Un point assez conséquent aussi sur les volumes, enfin le point en lui-même est assez rapide, mais les volumes sont un sujet relativement important qu'il faut approfondir. On va aborder ensuite un sujet qui s'appelle, un indicateur qui s'appelle le VWAP. On verra tout de suite ce que c'est, donc les avantages qu'il procure par rapport aux indicateurs classiques, mais également les limites que l'on a avec cet indicateur, et ce qui nous permettra justement d'aller sur le module 2, d'aller plus en profondeur en développant, en utilisant un VWAP, on va dire, amélioré. Alors, un bref rappel sur ce que c'est que le prix, en tout cas à quoi il correspond. Il évolue selon la somme des psychologies des intervenants. C'est-à-dire qu'en fait, le prix, c'est la somme des visions qu'ont les intervenants sur ce que le prix va faire, acheter pour anticiper un achat, une montée et donc un gain, ou bien vendre si on estime que le prix va baisser. Donc tous ces achats, toutes ces ventes se créent dans la tête de chaque intervenant et par rapport à une vision qu'il a, alors une vision qui peut être sur le long terme, sur du court terme dans le cadre du scalping. Voilà, mais tous ces éléments composés font qu'on a l'évolution du prix qui nous pousse à acheter ou à vendre. Et donc si on arrive à visualiser la moyenne de ces psychologies d'une certaine manière, de ces visions, c'est là qu'on va comprendre ce que le prix a de fortes chances de faire. Alors le but de chacun en bourse, c'est bien sûr de visualiser aussi ce que va faire le prix, pas forcément la psychologie, mais en tout cas ce que va faire le prix. Et donc on a en premier l'action du prix, tout simplement. Est-ce que le prix monte, descend, est-ce qu'il fait des figures particulières, définir une stratégie par rapport à ce que va faire le prix ou ce qu'il a déjà fait par le passé, c'est ça un petit peu l'action du prix. Donc on retrouve tous les éléments d'analyse technique qui permettent de déceler des patterns, pour lesquels on a fait une documentation statistique sur une récurrence. Si par exemple vous avez un triangle, si vous avez 3 points qui sont touchés, bien le quatrième a de fortes chances de casser. C'est ce genre de choses finalement que l'on fait avec l'analyse technique, donc qui finalement nous nécessite que on apprenne beaucoup de figures, en tout cas des figures clés qui ont un pattern qui a de l'importance pour nous. Donc on peut en regarder déjà quelques-uns juste pour se faire une idée. Bon, on connaît un qui est assez connu, ce qu'on appelle les épaules, tête-épaule. Bon, moi je l'aime pas trop, je vais vous expliquer après pourquoi. Épaule, voilà, une tête ici et une épaule là, puis quand on casse la ligne dite de coup, eh bien ça veut dire qu'on a un retournement. Hop, voilà, donc là un retournement et donc une tendance à la baisse. Et souvent, statistiquement, on a mesuré que si on reporte la hauteur entre la ligne de tête, en tout cas le point le plus élevé et la ligne de cassure, si on reporte cette tête, enfin cette longueur-là, et qu'on la met en dessous, on peut envisager un objectif de trade. Alors il y en a d'autres, bien sûr. On a également tout ce qui est cassure de droite de tendance, qui est assez connu. Qui marche plus ou moins bien. Là, par exemple, vous avez 1 point, 2 points, 3 points, ça casse, ça revient dessus, ça se maintient, on continue à monter, ça se maintient pas, on réintègre cette droite de tendance, ce qui se passait en dessous, et là on considère que la cassure a avorté. Donc c'est ce genre de choses. On a aussi d'autres symboles plus communs, comme la fameuse résistance qu'on voit ici, qui devient un support. Une résistance qui est une fois, 2 fois, puis la 3e fois elle casse, et quand le prix revient dessus et que finalement cette résistance se transforme en support, et bien ça c'est un bon moyen d'envisager un départ à la hausse, et on peut là encore une fois estimer que la hauteur correspondante à ce qui s'est évalué, à ce que le prix a fait avant de casser, eh bien, peut être à nouveau reporté et définir un objectif. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire finalement avec l'analyse technique, et tout ça est fait uniquement en regardant l'évolution du prix. C'est en fait les bougies, point d'entrée, point de sortie. On regarde ce que fait les bougies qui sont en général temporelles. Donc là on a une bougie, c'est une journée. On peut avoir des bougies antiques, c'est-à-dire en nombre de transactions. Et on a tendance parfois à regarder le volume en disant tiens là il y a un gros pic de volume, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a beaucoup de transactions. Mais en général on ne regarde pas trop les volumes, on regarde vraiment en action du prix, et bien ce que fait le prix. Et parfois aussi, moi j'aime bien, c'est vrai, cette représentation-là. En passant en mode bougie Aiki-Nashi, on voit tout de suite que le mouvement est plus clair parce que la couleur est assez évidente. C'est des bougies qui sont calculées sur la moitié de la bougie précédente et puis une somme entre ouverture, fermeture, clôture avec un certain ratio, ce
qui fait que voilà, on voit tout de suite les mouvements. Donc cette représentation est aussi une analyse technique, une représentation du prix, qui fait que finalement, on arrive à retrouver à tirer son épingle du jeu et à trouver des éléments. Après, vous allez avoir le RSI, le stochastique, des indicateurs qui sont intéressants aussi, mais tout ça est fait, encore une fois, ou est calculé sur le prix, c'est-à-dire sur le niveau de prix. Donc là, en l'occurrence, tout ça, c'est calculé sur la clôture, et quand la bougie est en cours de formation, eh bien, c'est le prix au moment où on regarde la bougie. Et le problème que l'on a systématiquement avec les moyennes mobiles, c'est qu'elles sont calculées, comme on l'a indiqué, sur des valeurs du passé, et donc elles sont systématiquement en retard sur ce que le prix fait actuellement. Alors ça, je pense que là encore, on peut aller revoir ce que fait le prix et poser une moyenne mobile. Donc je retourne sur le prix, je vais ajouter une moyenne mobile 20 périodes, hop, voilà. Donc oui, ça représente d'une certaine façon l'évolution du prix. On voit que la moyenne mobile 20 monte, et bien en fait, oui, ça veut dire que le prix derrière monte. En fait, on prend le problème à l'envers. C'est le prix monte, donc la moyenne mobile 20 périodes monte aussi. Ce qui fait qu'à un moment donné, eh bien, on peut avoir une moyenne mobile qui continue de monter alors que le prix est passé en dessous. Il est en train de baisser. Ici, en fait, on baisse depuis ce point-là et la moyenne mobile 20 périodes continue de monter. Donc on voit qu'on est toujours en phase, on est en déphasage plutôt. Et puis bien sûr, si cette valeur de 20 périodes, on l'augmente, si on passe par exemple, je vais être un petit peu brutal, à 200, voilà, donc vous allez avoir sur le long terme, tout est une histoire bien sûr de référence temporelle, une moyenne mobile 200 périodes qui monte, et pour autant, ici ça se casse la goule, quoi. Ça se casse littéralement la figure. Donc certes c'est un cas extrême, mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec ces moyennes mobiles. Est-ce qu'on veut connaître une tendance sur le long terme, ce qui est le cas ici, hein, donc on pourrait très bien envisager que voilà, par exemple ici, on a un flux montant, j'ai un petit peu exagéré, mais voilà, quelque chose comme ça, ou si on est en unité de temps beaucoup plus rapide, prendre une moyenne mobile plus rapide justement, et se dire, voilà, moi c'est plutôt ça qui m'intéresse, et auquel cas, on va plutôt prendre une moyenne mobile 20 périodes par exemple, et là oui, effectivement, ça va suivre un petit peu plus le prix, mais rappelez-vous que la moyenne mobile suit le prix, et non pas l'inverse, hein. Le prix va casser la moyenne mobile avant que celle-ci se retourne. Et donc, voilà, certains indicateurs sont plus réactifs que d'autres, suivant la période qu'on a mise, ou la nature même, hein, je pense notamment au stochastique qui est assez nerveux, le RSI qui réagit bien aussi à l'évolution du prix. Mais bon, ils sont systématiquement à la base en retard hein, par rapport aux différents à l'évolution du prix. Tout simplement, regardez le RSI, il est calculé là pour une base de 21 périodes. Ici, le stochastique est validé, calculé sur une base de 21 périodes avec une moyenne de moyenne mobile, hein, deuxième courbe, calculée sur 3 ou 5 périodes. Donc à nouveau un retard par rapport au retard déjà existant des 21 premières périodes. Donc tout ceci est fait en léger déphasage. Mais voilà, il ne faut pas non plus confondre l'oscillation du prix avec le mouvement. On voit ici que le prix a tendance parfois à être volatile, à faire des belles mèches. Et pour autant, même si la mèche fait qu'il a monté aujourd'hui, sur l'ensemble de la semaine, eh bien, le prix a descendu. Donc ce sont de très bons témoins, ces indicateurs de la tendance en cours, et elles sont particulièrement du coup adaptés au swing trading et à l'investissement. Mais vous doutez bien, pour tout ce qui est day trading et scalping, bon, c'est un peu plus chaud, quoi. Et c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment s'intéresser au volume. Alors qu'est-ce que c'est le volume? On va regarder tout de suite ce que c'est. Bon, effectivement, c'est une indication du nombre de transactions. Jusque-là, il n'y a rien de transcendant. On va voir aussi que ça permet de mesurer l'intérêt des intervenants à un prix donné et voir quels sont les indicateurs qui sont à base de volume, notamment un qui est intéressant, qui est déterminé à base des volumes. Donc une indication du nombre de transactions. Qu'est-ce que c'est qu'un volume? Le volume, c'est ça, hein, c'est le nombre de transactions effectives au cours d'une bougie. Donc prenons le graphique, voilà, c'est des petits histogrammes qu'on a en dessous de chaque bougie de cotation, qui correspond au nombre de transactions qu'il y a eu, d'ordre vraiment au marché et pondéré par le nombre de titres échangés. Donc ici on a eu 20 251 790 titres orange échangés le 31 mai 2023. Et l'avant-veille, on a eu seulement 3 millions de titres échangés. Donc les couleurs hein, sur ces graphiques-là, c'est en fait, c'est pas des bougies où tout le monde a acheté ou tout le monde a vendu, ça correspond en fait au prix s'il a fait un plus bas par rapport à la veille ou un plus haut. S'il a fait un plus bas, on met du rouge. S'il a fait un plus haut, par exemple ici, voilà, ici on est monté de là à là et on a fait un plus haut, du coup la bougie devient verte. Bon, c'est aussi bête que ça. Donc c'est pas forcément parlant, ça indique pas qu'il y ait que des achats ou que des ventes. C'est même trompeur, je trouve. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a des journées où on a un volume élevé par rapport au reste de la journée. Ici j'ai mis une moyenne mobile, je crois que c'est une 20 périodes, hein, c'est ça, qui indique un petit peu la moyenne des transactions. Et puis là on voit qu'il y a eu vraiment une explosion du nombre de volumes de transactions sur cette journée-là. Donc un réel intérêt
des intervenants. On ne sait pas si c'est à l'achat ou à la vente, mais il y aura un réel intérêt. Et franchement, quand on passe de 3 millions à 20 millions, on se doute bien que ce ne sont pas des particuliers qui ont fait ça, mais plutôt des institutions. Donc, toujours intéressant de repérer les grosses baleines lorsqu'elles interviennent. Quoi qu'il en soit, plus le volume est élevé, donc comme je disais, plus l'intérêt des intervenants est évident. Et un volume élevé, avec une faible variation du prix, trahit une forte hésitation. On a eu le cas par exemple ici. On a finalement quelque chose qui n'a pas beaucoup bougé. On est passé d'ici à ici, avec énormément de transactions. 20 millions, une fois de plus. Ça correspond à peu près à cette bougie d'ailleurs, c'est assez amusant. Et à l'inverse, on a parfois un volume faible, très faible volume, avec beaucoup de variations. Et là, ça trahit en fait un manque total de liquidité. C'est-à-dire que le prix monte, il n'y a pas beaucoup de transactions pour le faire monter le prix, il monte très très vite. C'est le cas notamment sur cette partie ici du trade où on voit que le prix grimpe et explose même. Et pour autant, les volumes ne sont pas non plus conséquents. Donc on voit que les volumes apportent une dimension supplémentaire à l'information tout ce qui concerne l'évolution du prix. Et le fait de regarder uniquement l'évolution du prix sans regarder les volumes est à mon sens la plus grosse erreur que particuliers entre autres, ont tendance à faire lorsqu'ils interviennent, lorsque nous intervenons, parce que je me compte dedans, sur la bourse. Mais on va voir également que le prix, le volume, se mesure pas uniquement verticalement. Et pour mesurer en fait l'intérêt des intervenants à un prix donné, on a une autre dimension qu'on appelle le volume par prix. Donc on va regarder tout de suite de quoi il s'agit. Le volume par prix, je vais l'afficher sur ce graphique. Hop, voilà, j'ai un petit peu nettoyé aussi les différents indicateurs que j'ai pu mettre. C'est ce qu'on a ici. Ça correspond en fait à la même chose que là, c'est-à-dire des histogrammes, mais qui sont plutôt à l'horizontale. Ici, ça indique le nombre de transactions qu'il y a eu. Alors j'ai pas l'échelle ici, je ne l'ai pas marqué parce que finalement l'échelle c'est pas ce qui m'intéresse le plus. On l'a là en survol, on a le nombre total de ticks, 1250. Ça indique en fait le nombre de transactions qu'il y a eu sur cette ligne ici, sur ce niveau de prix là, les 11,236. Pour les 11,236, on voit qu'il y a, alors j'ai bougé du coup, les 11,200, j'ai encore bougé, les 11,256, on a eu 612 ticks de transactions. Et on voit ici que le volume par prix est plus élevé, puisqu'il avance beaucoup plus. Si je me mets par exemple ici, pour 10,436, on a un nombre de ticks, alors je ne sais même pas si on arrive à le lire. Oui, 3575, tout en bas du tableau. Donc on voit qu'il y a des niveaux de prix où il y a plus d'intervenants que d'autres. De la même manière qu'ici, il y avait plus d'intervenants à cette journée-là que cette journée-là. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Et bien, par définition, un volume par prix, c'est le nombre de transactions qu'il y a eu sur un prix donné. Eh bien, un VPP, un volume par prix faible, signifie qu'il y a peu de transactions à ce prix-là. Donc au niveau des courbes, ça signifie qu'on a peu de chances d'y rester. Puisqu'il y a peu de transactions ici, il suffit d'une moindre petite action d'achat ou de vente pour faire décoller le prix vers le haut ou vers le bas. C'est donc là qu'on peut dessiner les meilleurs supports et résistances. Là où il y a un creux de volume par prix, ici c'est le cas. Bon, ici aussi, même c'est pas forcément flagrant. Ici on a aussi quelque chose, là où il y a des creux en fait on retrouve les meilleurs supports résistance. Pourquoi ? Parce que le prix soit il rebondit dessus, il est rejeté dessus, quand il arrive dessus, eh bien il y a peu de gens qui veulent acheter ou vendre à ce prix là. Donc la moindre transaction qui a un prix au-dessus ou en dessous fait que le prix bouge dans ce sens là, et donc on reste très peu de temps dessus, on fait un pouf touchdown et on redécolle, soit carrément on traverse ce niveau-là, c'est-à-dire on expose par exemple cette résistance-là, tout simplement parce que sur l'élan qu'il y a eu ici, il y a très peu de transactions à ce niveau de prix-là, et donc dès qu'il y a une transaction au-dessus, finalement on passe à travers. Et donc c'est intéressant d'avoir, parce que je les trace souvent en rose, ces traits ici, parce qu'ils nous indiquent les meilleurs supports à résistance, non pas par rapport à des calculs savants ou autres, mais tout simplement par rapport au nombre de transactions. C'est la réalité. Il y a peu de gens qui ont par le passé acheté ou vendu à ce niveau de prix-là, donc il y a forcément peu d'intérêt pour ce niveau de prix-là, pour les intervenants. Parce que les intervenants, qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils se disent, moi j'achète à ce prix-là, ils disent pas, j'ai une superbe, je sais pas moi, n'importe quoi, configuration en triangle, là c'est vraiment n'importe quoi. J'ai une configuration en triangle où je sais que le prix va faire ça. Non, ce qu'ils se disent, c'est que moi si j'ai acheté à ce niveau de prix-là, si jamais le prix revient dessus, je ne le veux plus, je m'en débarrasse du machin, je le dégage.
je veux gagner de l'argent. Donc il regarde les lignes horizontales, il ne regarde pas trop les lignes comme ça un petit peu obliques. C'est peut-être des signaux pour entrer en position, mais ce qui intéresse une personne quand elle entre à l'instant T, c'est de se dire, ok, là je suis gagnant, là je suis gagnant, là je suis gagnant, oh là ça sent pâté, et là je suis perdant, j'arrête les frais. En général, ils arrêtent les frais d'ailleurs avant. C'est ça qui fait la psychologie des intervenants, c'est de gagner de l'argent. C'est pas juste faire de jolies figures géométriques. Donc un pic de volume par prix, à l'inverse, lui va faire, comme son nom l'indique, un point consensuel. Il y a beaucoup de transactions à ce niveau de prix-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont échangé à ce prix-là. Ils considèrent que ce prix-là est intéressant, que c'est le juste prix soit pour se positionner pour une éventuelle montée après, donc à l'achat, soit pour se positionner, bon là c'était pas le cas, mais pour une éventuelle vente, parce qu'on considère que le prix va baisser. En tout cas, on a un choix, on a un point consensuel, c'est le juste prix, c'est intéressant. Et donc ici, on sait que quand le prix va s'approcher de cette zone-là, il va avoir tendance à rester collé. On voit ici, par exemple, il revient sur ce niveau-là, hop, il ne va pas forcément traverser jusqu'en bas, il va avoir tendance à être attiré comme un aimant. Donc un creux de volume par prix, c'est un aimant répulsif. Donc soit vous avez déjà essayé de prendre 2 aimants avec la même polarité, soit vous repoussez, soit vous déchirez l'aimant, vous passez à travers, et auquel cas vous êtes éjecté, continuant à l'avant. Et si vous mettez face nord et face sud, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les 2 aimants collent et donc le prix a tendance à rester dessus un peu plus longtemps. Voilà ce que j'indique dans cette slide. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement? C'est que toutes ces informations qui sont apportées par les volumes aident vraiment à comprendre ce qui est en train de se passer. Ici, on voit que ça colle. Le prix a tendance à ne pas bouger. Ici, on voit qu'il y a un grand positionnement qui a été effectué, certainement par des institutionnels vu le volume, à 20 millions. Et donc, on se dit, bon, ici... vu qu'il y a eu beaucoup de positionnement et vu que c'est un prix intéressant, il va certainement avoir une sortie de ce range-là, puisque les institutionnels se sont positionnés, donc soit à la hausse, soit à la baisse, on ne sait pas encore à ce moment-là, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a un point d'intérêt et qu'il y a quelque chose à faire. Et si par contre, je cache toutes ces informations, c'est beaucoup moins clair. Là, effectivement, je vois le prix qui monte, mais après, je ne sais pas, après cette montée-là, est-ce qu'il va continuer à stagner, est-ce qu'il va... continue à exploser, il va corriger, est-ce que j'en sais rien, en fait je vois juste la queue du chien qui remue, mais je ne vois pas si le chien il est content ou pas, quoi. Donc je ne peux pas déterminer ce qui risque de se passer après. Les volumes sont vraiment un élément important pour comprendre les enjeux et ce qui se passe au niveau des intervenants en bourse. Là on pourrait me dire, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour voir ces volumes-là, au-delà du volume par prix, du volume standard, est-ce qu'il n'y a pas un indicateur qui soit un petit peu plus parlant pour moi, qui permette de me dire qui me permettent de lire de manière un petit peu plus propre ce qui se passe, de manière plus évidente ce qui se passe en termes d'évolution du cours de la bourse. Eh bien en fait oui, on a des indicateurs à base de volume, on peut bien sûr les coder soi-même, mais il y en a un qui fait un peu plus consensuel, consensus plutôt, en ce sens que il est assez utilisé, que ce soit même en scalping, enfin dans toutes les unités de temps, et on va voir qu'il a quelques avantages justement, et qui il sort un peu du lot, c'est le fameux VWAP, dont je vais expliquer le principe de manière assez simple dès maintenant. Sur ce graphique-là, donc on voit qu'on a sur une barre métallique, on va dire d'un côté un poids de 3 kg, un poids de 5 kg, et on voit bien que le centre de gravité, c'est-à-dire là il faut mettre le doigt pour qu'on tienne à peu près en équilibre cet ensemble-là, elle va pas être au milieu, mais légèrement décalée vers le point le plus lourd. Là en l'occurrence, ça fait plutôt les 3/5 vers la droite pour que ça tienne. Imaginons maintenant que ces boules-là aient la même taille, ils n'ont pas juste la même densité, donc on a des boules à peu près de la même circonférence, même diamètre plutôt, et on se retrouve à ne pas forcément voir de manière évidente ce centre de gravité, c'est-à-dire en gros, on voit 2 boules de la même taille, on estime qu'ils ont le même poids, et donc on met le centre de gravité au milieu. Or, celle-ci est plus lourde et le centre de gravité devrait être légèrement décalé vers la boule la plus lourde. C'est exactement ce qu'on fait quand on regarde une bougie en fait sans regarder les volumes. Si par exemple je tourne à 90 degrés ce petit graphique là, je vais le faire, hop, copie d'écran. Si je tourne ce graphique sur la gauche, je considère que c'est une bougie. Je regarde que l'évolution du prix, donc ouverture, clôture, je laisse tomber les mèches pour l'instant. Eh bien je ne vois pas où se trouve le point consensuel, le centre de gravité de cette bougie là. Si j'estime que c'est la moitié, ce qu'on fait un peu d'ailleurs avec les bougies Akinashi, si j'estime que c'est la moitié, je vais considérer que en gros le prix a évolué à peu près là. Or, avec le volume, je vois tout de suite que c'est plutôt ici, un peu plus haut, donc sur ce point là, qu'il aurait fallu que j'estime que mon centre de gravité se soit trouvé. Et c'est justement cette indication que le VWAP va nous permettre justement de déterminer, puisque le VWAP c'est un point d'équilibre dynamique, j'insiste sur le mot dynamique, c'est pas juste une ligne volume par prix statique à l'instant T, même si elle peut bouger, mais c'est vraiment dynamique et c'est un point d'équilibre entre acheteurs
et vendeur. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est complètement indépendant de l'unité de temps. Donc on va regarder ça tout de suite. Hop, voilà, je vais sur le graphique, je vais le dupliquer, donc je fais quelques petites coupures vidéo pour vous faire un petit peu gagner de temps. Hop, voilà, un graphique dupliqué. On va passer en horaire à droite et en 15 minutes à gauche. Voilà. Donc une évolution légèrement différente. Ici ça stagne en 15 minutes, alors qu'ici on a une belle descente. Et là a priori ça stagne, c'est normal parce que cette stagnation qu'on voit là correspond à celle-ci. Maintenant on va rajouter le fameux VWAP, donc à gauche, hop, et hop, à droite, comme ceci. Et on constate en fait que les valeurs sont les mêmes. 1924, 1900, voilà à peu près, je ne sais pas pile au millimètre près, 1924 ici. On voit que la courbe est la même, quelle que soit l'unité de temps. Si je m'amuse d'ailleurs à descendre encore un peu plus, je passe en 5 minutes. Voilà, je commence vraiment à zoomer, là. Je vais peut-être rajouter quelques unités, sinon on va rien voir. Allez, encore un petit peu plus, soyons fous. Voilà, on voit que les courbes sont identiques, quelle que soit l'unité de temps. Alors que si je rajoute une moyenne mobile, alors 20 périodes, c'est peut-être un peu juste, on va voir, mais je pense qu'il va peut-être falloir augmenter un peu plus. Bon, là c'est évident. Je vais même carrément, soyons fous, cacher le prix. Je cache le prix. Voilà, on y est, on voit plus le prix. Et qu'est-ce qu'on constate? Donc le VWAP, c'est le même. La résolution de celle-ci est en 5 minutes, celle-ci en 1 heure. Et on voit par contre que la moyenne mobile 20 périodes, voilà, ça yoyote quoi. Alors que celle-ci est plus large. Pourquoi? Parce que sur celle-ci, on a des bougies qui durent 1 heure, donc il y a plus de transactions, et on regarde que la clôture à l'issue de cette heure de transaction, alors que celle-ci, on va la regarder toutes les 5 minutes. Du coup, les points sont plus proches, la moyenne mobile est plus proche des points de clôture, et donc plus proche de la courbe d'évolution du prix, ce qui n'est beaucoup moins le cas ici. Donc on retient que le VWAP est indépendant de l'unité de temps, il donne quelque chose, une valeur absolue. La moyenne mobile, c'est pas le cas. La différence, bien sûr, c'est que la moyenne mobile est calculée sur les 20 dernières périodes. Donc à l'instant T, je prends les 20 dernières valeurs de clôture et j'en détermine une moyenne. Je calcule, j'affiche le point. Alors que le VWAP est calculé depuis une date originelle, dans lequel on fait tous les calculs. Voilà, donc tout ce qui se passe après, forcément, est indépendant de l'unité de temps, parce que ça dépend de la date de démarrage du calcul du VWAP. Et donc la vraie bonne idée qu'on peut avoir en tête, c'est plutôt d'utiliser les moyennes mobiles pour estimer l'évolution du prix. Est-ce qu'on est en phase haussière ou baissière? On a vu qu'il y avait du retard par rapport à ça, moyenne mobile. Eh bien, est-ce qu'on n'est pas mieux d'utiliser l'évolution du prix par rapport au VWAP? Donc on va regarder ça un petit peu plus tard. Donc je reviens sur le point d'équilibre dynamique entre acheteurs et vendeurs, pour vraiment ceux qui sont habitués à calculer, à avoir des chiffres, pour voir qu'est-ce que représente finalement le VWAP. Prenons un exemple avec une profondeur de marché, donc uniquement l'achat. On a 3 ordres à 12 534, 5 à 12 535, 6 à 12 536. Et il y a un nouvel achat qui vient de tomber de 3 achats, 3 titres à 12 537. Le VWAP, on le calcule comme une moyenne pondérée. Donc on va faire 3 fois 12 534, plus 5 fois 12 535, plus 6 fois 12 536, plus 3 fois 12 537, divisé par la somme totale des ordres, 3, plus 5, plus 6, plus 3. Donc 213 104 divisé par 17, et donc on a un point VWAP à 12 535,94. C'est complètement différent de la moyenne des 20 dernières clôtures de bougies. On a quelque chose qui correspond en fait, au prix réel consensuel du marché. Et dans la mesure où c'est calculé sur des transactions qui ont vraiment eu lieu, c'est ça qui nous donne le meilleur indicateur de l'évolution de la psychologie des intervenants. Ça veut dire en gros que si le VWAP il est en train de monter, c'est que les acheteurs ont la main. A l'inverse, si le VWAP baisse, c'est plutôt les vendeurs. Et si le VWAP est stable, un tracé plat, cardio plat, l'homme est mort, clairement, c'est qu'on est en phase de range. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc toujours sur le même titre, sur Orange, donc on voit que le VWAP calculé depuis ce niveau-là, donc devient haussier, clairement suit la tendance haussière trahit en tout cas la tendance haussière, puisqu'il ne s'agit pas de suivre, là c'est calculé sur les valeurs de transactions réelles. Ici on voit qu'on a une phase transitoire, par contre on reste toujours dans une phase haussière, donc c'est-à-dire que le nombre de transactions qui a lieu ici, on voit qu'on a un pic de volume par prix, fait que le barycentre, le centre de gravité, le VWAP est toujours attiré vers le haut, et il reste haussier, donc ici on est toujours sur un flux acheteur. On peut déjà du coup déterminer que la tendance probable de sortie de ce range là va être à la hausse, tout simplement parce que le prix est toujours au-dessus
de ce centre de gravité qui n'est pas du tout en train de stagner ou de baisser. En revanche, ici, on voit que le VWAP est en train de stagner. Il se stabilise ici, donc une phase d'indécision, de range. On est en train d'évoluer de part et d'autre, et pourtant c'est pas évident, parce que là, on se dit, voilà, c'est en train de baisser, donc c'est la fin de la phase haussière ici. Donc ici, ce qu'on est en train tout simplement de corriger sévèrement ou pas. Le VWAP nous dit que ici, tant qu'on est ici, c'est toujours le flux acheteur qui a la main. Et à partir du moment où on se stabilise, on passe en mode de range. Toute cette phase-là est en mode de range, et franchement, à l'écran, c'est pas évident qu'on est en phase de range. Et pourtant, le prix, le VWAP, nous indique qu'on est clairement en phase de range. Donc bien sûr, tout dépend du mode de calcul. Si j'avais mis mon point d'entrée plutôt ici, hop, voilà, eh bien, on retrouve cette phase de latéralisation à partir de ce point ici, indiquant qu'il y a une forte hésitation. Là, on retrouve, avec un VWAP qui monte, cette phase haussière, et l'ensemble des acheteurs qui sont positionnés ici, en tout cas le trend haussier, prend fin lorsque le VWAP se retourne, donc à peu près ici. Donc tous les gens qui sont passés à l'achat ici, vraisemblablement, toutes les forces en présence qui ont fait monter le prix ici ont disparu à peu près ici. Donc voilà en quoi le VWAP nous permet d'avoir une vision un petit peu plus claire de ce qui se passe sur les marchés. Donc comme je l'ai dit, il est indépendant de l'unité de temps, je ne reviens pas dessus, j'en ai parlé un petit peu avant, dans le graphique, rappelez-vous. Donc ce qui est important, voilà, c'est qu'il rencontre des réelles forces en présence et non de la simple évolution du prix, on va bien au-delà du price action. Et donc la vraie bonne idée qu'on peut se poser, non pas la fausse bonne idée, c'est est-ce que c'est pas plus intéressant d'utiliser l'évolution du prix par rapport au VWAP et même l'évolution, la courbe du VWAP, plutôt que de s'obstiner avec ces moyennes mobiles qui finalement ne donnent pas tant d'informations pertinentes que ça, notamment sur les unités de temps extrêmement courtes, puisque faire du scalping avec des moyennes mobiles, c'est vraiment être systématiquement à contre-courant. Alors ce qu'on peut dire d'un point de vue purement de définition, le VWAP, donc c'est le point consensuel, le dynamique, de là où se trouve le prix estimé comme étant vraiment faisant consensus, c'est le cas c'est la définition de mot consensuel, du marché. Et donc, si on achète au-dessus d'un VWAP, ça veut dire qu'on achète au-dessus du consensus. Pas forcément une bonne affaire. Et d'ailleurs, si on regarde les transactions, lorsque des grosses institutions essaient de vendre, ou plutôt d'acheter des titres pour leurs clients, ils ont tout intérêt à acheter en dessous du VWAP. Ils se servent beaucoup du VWAP, les institutionnels, ils ont tout intérêt à acheter en dessous, pour justement que le prix moyenné, s'ils achètent par exemple ici, là ils arrêtent d'acheter, ici ils rachètent, pour que le prix moyenné de l'ensemble des achats, parce que c'est des gros volumes, ils n'achètent pas pour des petits clients, des petits particuliers comme nous qui achètent 5 ou 6 actions, non, il faut acheter plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros d'actions. Ils ne peuvent donc pas faire ça en une fois sous peine déjà de faire décaler le marché, et aussi tout simplement parce que il faut acheter en plusieurs fois pour lisser le prix et faire en sorte que sur une unité de temps plus longue, le positionnement soit moyenné au mieux sur le VWAP, idéalement en dessous, mais jamais au-dessus, parce que ça veut dire que du coup le prix d'achat est trop élevé par rapport à ce que vaut vraiment le prix, du coup c'est pas intéressant pour le client qui risque d'aller voir ailleurs. C'est un peu comme ça que raisonnent les institutionnels. Donc revenons sur ce point-là, ils vont donc mieux acheter en dessous du VWAP, voire au-dessus, pile sur la ligne, plutôt que l'inverse, et on va plutôt avoir tendance à revendre, on sera au-dessus du VWAP, justement pour faire une bonne affaire, une plus-value intéressante. Et donc comme je disais, il n'empêche qu'à moins de faire du scalping, on achètera uniquement si le VWAP est haussier, afin d'être dans le sens de la tendance, parce que le scalping c'est plutôt l'inverse, c'est des petits mouvements brefs, des contre-mouvements qu'on va prendre. Bon là c'est pas l'objet de cette formation. Voyons à présent donc les limites du VWAP, parce que bien sûr il y en a toujours, il n'y a pas d'indicateur magique qui fait tout. Donc le VWAP, sa principale, c'est pas forcément une faiblesse, ça dépend comment on s'en sert, mais sa limite, c'est qu'il y a un point de départ du calcul du VWAP. Et donc ici, si je détermine que le point de départ c'est là, ou que c'est là, la courbe va pas du tout avoir la même apparence. Si je le mets ici, voilà, ça n'a pas du tout la même apparence, et du coup on se dit, si cette courbe, c'est quantique, c'est-à-dire c'est la manière dont je la regarde, ça change l'appréhension que j'ai du prix et du marché, en quoi c'est intéressant? Mais en fait, tout dépend du mode, justement du choix de ce point de départ. Arbitrairement, le VWAP, il est remis à 0 à chaque nouvelle journée, donc à minuit ou à 2h du matin, si le marché ouvre à 2h du matin. Et donc, si les gens s'appuient là-dessus, ils s'appuient notamment à l'intraday sur ce qui a été calculé depuis le début de la journée. Est-ce que c'est intéressant ou pas? Est-ce que c'est pertinent ou pas? J'en suis pas convaincu. Vous allez voir que c'est tout l'objet du cours. C'est comment choisir
précisément le point de calcul de démarrage du VWAP pour s'en servir au mieux de nos intérêts. Et donc on va voir ça tout de suite dans les modules suivants du cours.